Bienvenue à ce premier épisode du balado Au-delà du rétablissement. Je m'appelle Isabelle Houle, je suis experte en rétablissement des dépendances, facilitatrice du langage sacré du corps et en langage conscient. Je suis intervenante depuis près de 30 ans. J'ai eu le bonheur et le plaisir d'aider des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents à rétablir leur essence, à retrouver leur centre. Je suis en rétablissement depuis un peu plus de 11 ans et j'ai créé, il y a quelques années, déjà en 2017, le programme holistique de rétablissement à contre-courant. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de t'offrir ce premier épisode de balado que j'ai décidé de créer pour offrir plus d'informations, pour rendre la dépendance, mais surtout le rétablissement plus démocratique, pour toucher plus de personnes. Parce que ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes possible à se libérer des comportements dépendants. Je veux qu'on sorte des limites du connu et du prévisible. Je veux qu'on entre dans les royaumes des possibilités et du potentiel. Il y a tellement de choses qu'on ignore encore. Notre humanité fait en sorte que notre vision est limitée. Alors, on va découvrir ensemble comment accéder à tous ces espaces qui nous sont encore inconnus et faire de notre vie une œuvre d'art. J'ai aussi voulu créer ce podcast, ce balado pour briser l'isolement parce que ça fait partie de l'expérience des personnes qui vibrent à la fréquence de la dépendance, de s'isoler. Ça peut être un réflexe quand on va pas bien de vouloir être seul. Alors, et aussi, on va penser que nous sommes seuls à vivre ce que nous vivons. Alors, le balado est là pour briser l'isolement, pour nous reconnecter. Cette illusion que nous sommes séparés, on veut l'éliminer. On veut comprendre, pas comprendre juste pour comprendre et puis consommer de l'information. On n'a pas besoin de consommer plus d'informations. L'information sert strictement à rien si il n'y a pas d'action massive qui en émerge. Alors, on veut comprendre avec ce balado pour reprendre son pouvoir, pour aller dans l'action. On veut mettre l'attention sur la solution. C'est vraiment important pour moi de mettre l'attention sur la solution. Il y a tellement d'approches qui se concentrent sur le problème. Mais on sait maintenant que les pensées que nous entretenons vont créer notre réalité. Alors, si mon attention est toujours sur le problème ou sur ce que je crains, ben, je vais créer exactement ce que je souhaite éviter. Alors, on va ensemble apprendre à mettre l'attention sur la solution, sur ce qu'on veut vraiment. C'est comme ça qu'on fait de sa vie une œuvre d'art. Tu vas souvent m'entendre dire ça, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est mon idéal. C'est mon idéal de valeur que ma vie soit comme un poème ou une peinture et qu'à chaque instant, je puisse décider quel élément va en faire partie, quel élément devra rester derrière. Alors, je veux t'accompagner. Mon souhait, c'est de te supporter dans ta propre création de ton œuvre d'art. Je veux aussi aider et inspirer le plus de gens possible à retrouver et réclamer leur liberté de décision, la liberté d'être, la liberté de faire exactement ce qu'on veut. D'ailleurs, si jamais t'aimerais que j'aborde un sujet particulier dans le cadre de ce balado, écris-moi à info@isabellehoule.com, info au singulier à isabellehoule.com. Tu peux aussi me trouver sur Instagram, Isabelle_Houle 111 et sur Facebook, Isabelle Houle, et tu vas trouver en parenthèse les mots à contre-courant. Toutes ces plateformes sont parfaites pour entrer en contact avec moi. N'hésite pas. Ce balado se veut un exercice aussi d'être concise. Ça me passionne, le rétablissement. C'est facile d'aborder plusieurs sujets et de partir dans toutes les directions. Ce que je veux, c'est faire pour toi de courts épisodes avec une information et peut-être une inspiration à pratiquer quelque chose. Court et efficace. Donc,
rapidement, dans cet épisode, je vais te raconter un petit peu mon histoire, puis l'histoire du programme à contre-courant. Et dès le prochain épisode, on va plonger dans... on va d'abord démystifier ce que c'est la dépendance dans le prochain épisode. Tu veux pas manquer ça. Alors, pour commencer, pour aujourd'hui, pour respecter ton précieux temps, je vais prendre un moment pour te raconter brièvement mon histoire de rétablissement. Alors, moi, je suis une enfant je proviens d'une famille où on est deux enfants, une famille assez classique là, des années 70-80, deux enfants, j'ai un petit frère. Et puis, évidemment, j'ai des parents. J'ai grandi dans une banlieue de Montréal. Et très rapidement, je peux même pas me rappeler quand, je me rappelle pas de ne pas m'être sentie en survie. Aujourd'hui, je peux reconnaître que même petite fille, il y avait cette agitation intérieure, cette attente que quelque chose pouvait se produire, un danger pouvait arriver, que je devais me garder en sécurité. Et donc, comme enfant, ma première stratégie a été de sourire tout le temps et de ne pas dire ce dont j'avais besoin, de pas nommer comment je me sentais non plus. J'étais une enfant sensible. Je me permettais pas la colère. Je me permettais les larmes et je me permettais le sourire. Mais je pleurais pas pour rien. Le sourire était vraiment mon refuge. Quand je souriais, j'avais l'impression que je sécurisais mon environnement. J'étais gentille, il n'y a pas de danger qui pouvait m'arriver. Ça fait son temps, peut-être que tu te reconnais là-dedans. J'en parle parce que la dépendance ne se retrouve pas dans une substance ou dans un comportement. La dépendance, c'est un mécanisme de survie que notre système nerveux a mis en place pour nous permettre de continuer à vivre. Et ça commence par ces comportements-là. Souvent, notre première substance, ce sont les personnes. Puis c'est pas la faute de quelqu'un. Hein? On n'est pas ici pour blâmer. Je suis pas ici pour blâmer mes parents de quoi que ce soit. Je suis ici pour dire les faits. Et les faits, c'est que j'étais une enfant anxieuse. Ça a commencé quand? Je peux pas le dire. Ça a probablement commencé dans le ventre de ma mère parce qu'elle a sa propre histoire puis qu'elle aussi, elle avait ses mécanismes de survie qui m'ont été transmis. Mon père m'a transmis ses mécanismes de survie. Nous sommes la somme de nos parents. Donc, premier comportement, en anglais, on dit du people pleasing, là, je souriais tout le temps, puis je voulais pas déranger personne, puis je voulais donc qu'on m'aime. C'en est une façon de s'adapter, ça, parce que la première nourriture de l'être humain, c'est l'amour. Alors, pour qu'on m'aime, j'étais fine, puis je souriais toujours. Alors, ensuite, assez rapidement, là, je dirais 6 ans, 7 ans, j'ai découvert la puissance du sucre. Et ma deuxième substance a été la nourriture. J'ai mangé mes émotions, c'est encore quelque chose avec lequel je compose maintenant, beaucoup moins, avec beaucoup plus de conscience et je retrouve ma liberté de décision devant la nourriture aussi. Après 11 ans, tu sais, après 11 ans de rétablissement, c'est vraiment un pas à la fois. Alors je me suis tournée vers la nourriture. Ça n'a pas amélioré l'anxiété de manger du sucre, hein, évidemment. Alors, je suis devenue de plus en plus anxieuse. Je me souviens qu'au secondaire, on avait fait un test anonyme, là, mais j'étais dans les élèves les plus stressés de secondaire 3. Mais dans les années 80-90, les enfants et la santé mentale, là, même les adultes avaient de la difficulté à admettre qu'ils avaient besoin d'aide ou qu'on vivait une dépression. Pour des enfants, c'était encore très tabou de penser qu'un enfant pouvait vivre du stress. Alors, je l'ai déjà dit que je me sentais stressée, puis on me répondait que j'étais trop jeune pour être stressée. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent la peur dans le corps? Instinctivement, on va développer d'autres mécanismes. Et à 12 ans, j'ai pris, j'allais dire mon premier verre, mais pas mon premier verre. À 12 ans, j'ai pris ma première brosse. À 12 ans, une paille dans un 40 onces de brandy avec mon ami dans la cour d'un autre de nos amis. Son père avait eu l'amabilité de nous fournir le brandy et 2 bières. Et mon ami et moi, on a bu du brandy, pas le 40 onces évidemment, à la paille. 12 ans, première consommation exagérée.
Et c'est pas parce que je trouvais ça bon, c'était pas pour avoir du plaisir, parce que j'aurais pas bu comme ça si ça avait été pour avoir du plaisir. Je voulais m'anesthésier et ça a fonctionné. L'anxiété que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas, mais ce mal-être est disparu. Ce mal-être est disparu. Ce soir-là, j'ai ri, j'ai été exactement moi-même. Je me suis pas cachée, je me suis pas tue, j'ai pas essayé de plaire. Puis je suis rentrée chez mon ami, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Et la deuxième fois où j'ai bu, c'était la même semaine, et j'ai bu seule. J'ai bu seule dans le bar de mes parents, du Bacardi. Alors, ça a commencé comme ça, et sans entrer dans les détails, parce que c'est pas si important que ça, ça a été exponentiel jusqu'à ce que je cesse de boire à 35 ans. De 32 à 35 ans, j'ai eu le cadeau, à 32 ans, de la maladie de Crohn. Je dis le cadeau parce que sans la maladie de Crohn, je n'aurais pas pu constater que j'avais perdu la maîtrise sur ma consommation d'alcool. Grâce à la maladie de Crohn, je ne pouvais pas boire. C'était physiquement impossible. J'avais beaucoup trop de douleurs physiques, beaucoup trop d'inflammation dans mon corps. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du système digestif. Donc, aller mettre de l'alcool là-dedans, là, c'était pas une si bonne idée. Ça m'a permis de voir que je vivais des obsessions. Ça m'a permis d'entendre une autre voix dans ma tête. C'était encore ma voix, mais elle racontait quelque chose qui avait pas bien d'allure. Comme rationaliser pourquoi c'était une bonne idée de consommer de l'alcool alors que j'avais le corps en feu, que je savais que c'était pas bon pour moi, que je ne voulais pas le faire. Alors, j'ai été témoin dans mon esprit d'une guerre entre ma présence, ma sagesse et cette partie de moi qui avait cultivé cette stratégie pour survivre. Alors, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que le mal-être était toujours là, évidemment, plus le mal physique, et je n'avais plus accès à ma solution. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 27 ans à peu près, là, l'alcool commençait à ne plus faire son travail. Ça m'amenait de plus en plus dans des états dépressifs alors que ma nature est joyeuse. J'étais très en colère. Je me retrouvais dans des conflits alors que j'étais pas quelqu'un de conflictuel. J'étais insupportable. Je m'endurais pas. Personne m'endurait. De l'âge de 27 ans jusqu'à vers 32, 33, j'ai observé cette obsession, ce discours dichotomique dans mon esprit. Et là, j'ai eu peur. J'ai trouvé ça très souffrant. Et après quelques mois, parce que sur le coup, j'ai pas su quoi faire, après quelques mois, j'ai choisi. C'est clair que j'ai choisi, mais c'était assez inconscient, là, mais j'ai perdu la soif. J'ai eu un événement où j'ai consommé beaucoup d'alcool malgré moi, un moment où ces deux voix étaient en guerre, et c'est la voix de la dépendance qui a gagné. Et j'ai passé 12 heures à consommer de l'alcool et à dire non, que j'en voulais pas, avec un verre dans les mains. C'était horrible, et j'ai posé des gestes regrettables que je me suis pardonné aujourd'hui, mais j'ai mis du temps à me pardonner. Et j'ai tellement souffert de cette expérience-là que je sais maintenant que c'est après ça que j'ai perdu l'envie de boire. Je n'ai plus eu d'obsession après ça. Mais j'ai encore bu par habitude. On va comprendre pourquoi dans les prochains épisodes. J'ai encore bu par habitude, et j'ai pris mon dernier verre le 25 décembre 2013. J'ai pris 2 gorgées. J'ai pris 2 gorgées d'une bière parce que je ne voulais pas déplaire à quelqu'un qui me l'avait offert. C'est même pas parce que j'avais envie d'en boire. Alors, je reviens au fait que la dépendance est un mécanisme de survie. Ça ne se trouve pas dans une substance ou dans un comportement. C'est une façon que on a développée de vivre, pour arriver à vivre. Et puis, mon chemin de rétablissement a commencé à ce moment-là, et j'ai été
et ça va m'amener à contre-courant, je n'étais pas satisfaite de l'offre que je recevais. Et bien évidemment, je suis arrivée avec très peu d'humilité là au rétablissement. Alors, je chialais surtout. J'avais pas fini d'être en colère. La souffrance était toujours là, puis j'avais perdu mon moyen, mon outil, mon médicament. Alors là, il y avait rien qui faisait mon affaire, mais même si j'appliquais ce qu'on me suggérait, il me manquait toujours quelque chose. Et je déplorais qu'on ne parle que de la condition de la dépendance. En fait, on appelait ça une maladie. On va revenir là-dessus, là, sur ce concept-là, que la dépendance est une maladie. Mais on parlait de la maladie, on me disait, prends pas ton premier verre, mais on me disait pas qu'est-ce que j'avais, on me disait pas pourquoi je l'avais, on me disait pas comment faire pour m'en sortir. Et c'est pas que la solution n'existait pas, c'est qu'à l'époque, dans cette culture-là, on ne présentait pas le programme. On présentait la communauté, mais on présentait pas le programme. Alors, moi, j'étais là avec ma souffrance, puis je comprenais rien. Alors, j'ai commencé à faire des recherches ailleurs qu'au Québec, ailleurs que dans la francophonie, parce que j'ai rien trouvé en francophonie, sauf cette offre-là, en dehors des thérapies internes, parce que je suis pas allée en thérapie interne. Et j'ai découvert des mentors extraordinaires aux États-Unis qui me parlaient. Il y avait une approche, le premier avait une approche bouddhiste. Moi, je suis une professeure de yoga aussi, j'en ai pas parlé, mais je suis professeure de yoga. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus que les postures, c'est toute la philosophie yogique. C'est une philosophie millénaire qui a transformé la vie de tellement de gens et on en parle encore aujourd'hui. C'est parce que, on parle de 10 000 ans, là, c'est parce que il y a quelque chose là. Alors moi, cette pratique-là, cette approche-là, le yoga, après ça, l'étude un peu des enseignements bouddhistes m'aidait déjà. Et là, je pouvais les appliquer à mon rétablissement. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, j'ai rencontré un autre mentor, Tommy Rosen, qui, lui, est un professeur de yoga et lui, il m'a aidé à comprendre. Parallèlement à ça, ma professeure ici, Nicole Bordelot, qui est aussi sur le chemin du rétablissement, m'a aidé à me comprendre parce que j'ai pu me référer à elle, j'ai pu m'identifier à son histoire de consommation et surtout de rétablissement. J'ai pu utiliser ces outils. Et Nicole était très intéressée par la neuroscience. Alors, je me suis mise à m'intéresser à la neuroscience et à la neuroscience dans le contexte des dépendances. Je suis intervenante. Moi, je veux servir, je veux aider, je veux comprendre, je veux enseigner. Alors, je me suis intéressée à toutes les avancées en matière de neurosciences et j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre ce que la neuroscience démontrait maintenant et tout ce que les yogis nous enseignaient depuis des millénaires. Alors, j'ai adoré ça. Et c'est ainsi que j'ai créé À Contre-courant. Et À Contre-courant a vu le jour comme projet pilote dans une polyvalente avec des adolescents en difficulté et a évolué avec le temps et aujourd'hui, c'est un programme de 12 mois en ligne. Ce sont des retraites, ce sont des programmes ponctuels, le programme Révolution, le programme Décision et Expansion. Il y a de nouveaux programmes qui s'en viennent. C'est aussi des abonnements mensuels super accessible, l'espace liberté, l'espace élévation où on approfondit, on discute, on s'inspire, on médite et on a dans l'espace élévation un mastermind une fois par mois. Alors ça, c'est où est rendu le programme À Contre-courant, qui est une approche holistique. C'était important pour moi que dans À Contre-courant, on brise encore une fois l'espèce de fragmentation. La fragmentation, elle n'existe pas juste entre nous, les humains, ou entre nous et la nature, elle existe à l'intérieur de nous. Dans notre culture, on sépare le cœur, on voit un cardiologue pour le cœur, on voit un oncologue pour un cancer, on voit un pneumologue pour nos poumons, on voit un gastroentérologue pour notre système digestif, on voit un podiatre pour nos pieds, on voit un dermatologue pour notre peau. Mais il n'y a pas de séparation à faire. Il y a quelque chose qui réunit, qui unit tout ça. Et dans À Contre-courant, pour moi, c'est très important. On a les 7 piliers À Contre-courant, qui est un merveilleux PDF là, tout à fait gratuit que tu peux retrouver. Et ces 7 piliers-là font en sorte qu'À Contre-courant fonctionne
en suivant cette voie-là qui va à contre-courant du programme qui nous a été implanté sans notre consentement, qui va à contre-courant de ce premier réflexe d'accepter toutes les pensées qui viennent, de laisser gagner cette voix qui nous dit que c'est une bonne idée de réutiliser un comportement qui est en train de nous achever. C'est à contre-courant de ça qu'on veut aller, à contre-courant de la souffrance, à contre-courant des conditionnements. On veut retrouver le flot de notre essence ensemble. Et c'est ce qu'on va faire à travers aussi ce balado. Je suis vraiment excitée de partager ces moments avec toi. J'espère que peut-être tu t'es identifié un peu à mon histoire. L'important, c'est pas tellement ce que j'ai vécu, mais comment je me suis sentie. Et au fil des épisodes, tu vas pouvoir en apprendre plus sur toi en écoutant ce que j'aurai à te partager et je l'espère, on pourra échanger là-dessus. Je te répète que tu peux m'écrire à info@isabellehoule.com et me partager les sujets dont tu aimerais que je parle. Ça me fera plaisir d'en parler, des questions, etc. Et puis, sur les réseaux sociaux, Instagram, Isabelle_Houle 111 et sur Facebook, Isabelle Houle, entre parenthèses, à contre-courant. Alors voilà, je ne veux pas prendre plus de ton temps pour aujourd'hui. Nous sommes à 20 minutes et je souhaite que tu puisses laisser ces mots se déposer en toi, voir ce que ça génère comme sensation dans ton corps, quelles émotions peut-être vont se présenter, qu'on laisse descendre ça tranquillement et qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour démystifier ensemble la dépendance. Je te remercie d'être là. Merci de faire de ma vie une œuvre d'art. Je vote ta victoire, je vote notre victoire et je te retrouve au prochain épisode.